préféré, rien de moins sur les ondes de choc.ca, histoire de passer le temps. Cette voix surgit d'outre-tombe, peut-être que vous la reconnaissez. Et oui, c'est Magali Lagumaltais au micro et j'ai l'honneur cette semaine de recevoir une belle brochette de collaborateurs et d'ailleurs un nouvel ajout à l'équipe, Anne-Marie Dubreuil qui vient nous parler des débuts de l'enseignement de la médecine, en français s'il vous plaît, comme dirait l'autre, hein, au Québec. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Magali. Autour de la table, on retrouve également Joël Monfette, et Thomas Venn. Bonjour messieurs. Bonjour. Et ces deux messieurs finalement nous offrent respectivement un portrait de la saga entourant le corps de Joseph Guibord et Thomas de la Légion étrangère française dans une espèce d'outil de l'impérialisme français. On va en apprendre plus. Et l'équipe est complétée à la régie par l'incomparable Julien Lehoux et nos fabuleuses invités Sandrine Labelle et Amélie Barsalou. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Allô. J'attendais. Et sans plus tarder, on se lance à pieds joints dans le fascinant monde de la médecine québécoise avec Anne-Marie. Et de ce que j'ai pu comprendre, c'est vraiment une histoire qui est marquée par des tensions très importantes. Donc, j'ai hâte d'entendre ça. Oui, vraiment. Premièrement, je suis vraiment contente d'être parmi vous aujourd'hui, de passer de l'autre côté du micro. C'est vraiment pour moi un grand plaisir, malgré la tempête et malgré... j'ai un petit rhume aussi. J'espère que ça s'entend pas trop. Il y a quelque chose qui court, c'est certain. Ça va bien aller avec la chronique, en tout cas, oui. Ça, c'est sûr. Je parlerai pas de comment est-ce qu'on guérit les rhumes au 19e siècle, mais quand même. Alors oui, en effet, j'ai choisi pour ma première chronique de parler d'un sujet qui me passionne beaucoup, qui pourrait avoir l'air un peu technique à premier abord, comme ça, l'histoire de l'enseignement médical au Québec. Mais j'ai décidé de prendre un angle qui peut peut-être davantage intéresser tout le monde, qui est en fait l'aspect conflictuel de ces débuts de l'enseignement médical-là. Surtout du côté francophone, parce que c'est vraiment là que les tensions sont les plus fortes. Et c'est donc une histoire qui s'échelonne sur plusieurs décennies du 19e siècle. Et vous allez voir qu'il y a des intérêts très forts qui sont en jeu, des rapports de pouvoir très importants. C'est autant des tensions ethno-linguistiques, des tensions professionnelles, également ecclésiastiques, même une rivalité Montréal-Québec. Tout ça est en jeu, ça s'articule là-dedans. Mais elle est jamais bien loin que la rivalité. C'est vraiment le Québec, au fond. Hein? Oui. Mais en fait, tout ça repose sur le fait que l'enseignement médical, qui va le contrôler, finalement, c'est un enjeu économique et politique vraiment fort. Alors, premièrement, petite introduction sur le 19e siècle, début 19e siècle, de quoi a l'air la formation des médecins à l'époque. En fait, c'est plus ou moins contrôlé. On accepte une forme de compagnonnage de quelques années qui est sanctionné par la suite par le Collège des médecins. Il y a comme une sorte d'examen qu'on peut passer par la suite, mais il n'y a pas de formation dans des écoles proprement dites. Il y a des cours privés qu'on peut suivre à domicile ou dans des dispensaires, mais c'est pas tout à fait organisé. Et il faut attendre 1823 pour qu'il y ait la première école de médecine, en fait, au Canada, mais également donc au Québec, qui est le Montreal Medical Institution, qui est fondée au Montreal General Hospital par les docteurs de cette institution-là, et qui vont s'associer et fonder de fait même McGill en 1828. Donc ça devient la faculté de médecine, la première faculté de médecine au Canada. C'est ça, comme un premier effort d'uniformiser toutes les pratiques qui devaient être en cours à ce moment-là, tout autour de la médecine. Finalement. Oui, tout à fait. Il y avait beaucoup de médecins, d'ailleurs, qui disaient que ça affectait beaucoup leur profession, le fait qu'il n'y avait pas une formation uniforme, puis ça affectait leur crédibilité auprès aussi des patients. Donc, c'est vraiment un enjeu professionnel aussi d'augmenter leur crédibilité, d'avoir une formation universitaire très sérieuse, scientifique. Et ça se développe vraiment au cours du 19e siècle, ce type de discours-là. Mais là, du côté francophone, les médecins puis les apprentis médecins francophones aimeraient aussi avoir leur école. Ils font des pressions auprès du gouvernement québécois pour avoir un soutien pour fonder leur propre école. Mais le gouvernement du Québec, d'ailleurs sous les pressions de représentants très influents de McGill, vont leur répondre que, eh bien non, une seule école au Québec, ça suffit. Pas besoin d'autre. Le reste, vous pouvez apprendre par compagnonnage. Pas besoin d'une autre école. Autrement dit, speak white. Voilà. Oui, quand même. Parce que s'il y a 2-3 autres Canadiens français qui meurent d'une mauvaise saignée, au pire.
Alors, il faut attendre 1843, donc 20 ans après l'école de McGill, pour qu'il y ait la première école, en fait, bilingue, mais notamment ouverte aux francophones, qui est fondée, qui s'appelle l'École de médecine et de chirurgie de Montréal, fondée par 5 docteurs anglophones et francophones. C'est une école privée qui va s'instituer dans une maison louée sur Saint-Urbain. Ça commence assez petit, mais ça fonctionne assez bien. Puis, 2 ans plus tard, il y a également une école de médecine à Québec qui va ouvrir. C'est que le gouvernement britannique va instituer une commission d'enquête pour voir comment l'enseignement médical se trouve au Québec, puis va recommander l'ouverture d'une école francophone à Québec. Alors, rien de moins, sous la demande de pas l'instituteur, mais l'inspecteur, il va avoir une école de médecine fondée en 1845. C'est un peu la base de tout ça. Maintenant, on va aller davantage dans les conflits. Je vais vous en présenter deux grandes luttes. Oui, ça s'en vient, là. Alors, première grande lutte. Les protagonistes sont l'École de médecine et de chirurgie de Montréal dans un coin, et dans l'autre, c'est la faculté de médecine de McGill. C'est qu'en fait, en 1847, il y a une loi qui va passer pour davantage, encore là, uniformiser la formation. C'est pas encore obligatoire d'aller dans une école, mais ça devient obligatoire de suivre 2 cours de 6 mois dans une école pour devenir médecin. Mais il y a aussi 2 autres clauses qui sont très importantes. La première qui stipule que les apprentis médecins doivent suivre durant 1 an des cours cliniques dans un hôpital et pratiquer également durant 1 an dans un hôpital. Ça serait bien. Oui, donc quelque chose, la pratique là, plus institutionnalisée devient vraiment importante. Et la deuxième disposition, c'est que désormais, les apprentis médecins qui ont un diplôme universitaire n'auront plus à passer le test devant le Collège des médecins. Ils ont une sorte de passe-droit par rapport aux autres qui suivent encore la vieille méthode du compagnonnage. Alors, l'École de médecine et de chirurgie aimerait bien avoir ces 2 avantages-là que McGill possède. Parce que l'École de médecine, elle n'est pas affiliée à un hôpital et puis ce n'est pas une faculté universitaire. Elle ne peut pas délivrer de permis. Elle va donc s'associer partiellement avec McGill. Ils trouvent une espèce de compromis qui fait en sorte que l'École de médecine peut faire suivre ses cours cliniques au Montreal General Hospital, qui est lié avec McGill, et puis peut également délivrer des diplômes, mais qui sont en fait des diplômes de McGill, mais il y a une entente quand même que les étudiants peuvent passer la grande majorité de leur formation à l'École de médecine, puis leur dernière année uniquement à McGill. Tout ça sous condition qu'on donne la réputation à McGill. Oui, c'est sûr que quand même McGill a une belle position là-dedans, mais ça permet à l'École de médecine de continuer à survivre très bien et aussi à se spécialiser davantage sur la communauté francophone, de vraiment mettre de l'avant. Mais nous, on a quand même une formation très majoritairement en français qui va vous permettre d'accéder facilement à la profession médicale. Mais c'est pas un compromis qui dure longtemps. Ça dure à peu près 2 ans. Parce que ça, c'est institué en 1847, mais en 1849, déjà, les tensions sont très fortes. Et le nœud de la tension, c'est que la faculté de médecine de McGill va tenter de séduire des professeurs influents et réputés de l'école de médecine. Donc, venez de notre côté. Et beaucoup de professeurs anglophones de l'école de médecine vont changer de camp. Ce qui fait en sorte que les professeurs restants, beaucoup francophones de l'école de médecine, vont décider de vraiment couper les ponts avec McGill parce que là, ça fonctionne pas du tout. Et davantage se présenter comme une école canadienne-française, catholique, vraiment là, de se distancier et de se différencier fondamentalement de ce que McGill propose. Mais là, ça laisse quand même le problème entier des diplômes et de l'hôpital. Ouais. Pour l'hôpital, ils vont réussir finalement à avoir une association avec les religieuses hospitalières de Saint-Joseph de l'Hôtel-Dieu. Ça faisait longtemps qu'ils essayaient, mais finalement, ils vont réussir à trouver une entente. Les religieuses, en fait, veulent garder vraiment un contrôle assez précis sur ce que les étudiants vont pouvoir faire. Donc, sur des conditions assez serrées, les étudiants de l'école vont avoir accès. Et sinon, pour toute l'histoire des diplômes, en 1851, l'école va déposer va lobbyer au gouvernement pour qu'il y ait un projet de loi pour lui permettre de délivrer des diplômes. Mais ça va pas fonctionner. En deuxième lecture, le projet de loi est retiré sous les pressions de qui? Des représentants de McGill, bien entendu, mais également des autorités du séminaire de Québec. Et là, Québec commence à s'immiscer là-dedans. Pourquoi? Le séminaire de Québec s'apprête à fonder l'Université Laval. Et là, ils veulent pas qu'il y ait une autre école. Déjà, on voit la tension qui va vraiment se préciser et aller de mal en pis là, par la suite. Déjà, l'Université Laval veut pas qu'il y ait une autre école de médecine qui peut
qui peut donner des diplômes à Montréal. En même temps, s'il n'y avait pas de conflit, on parlerait pas de grand-chose à l'émission. Non, c'est ça. ouais. J'ai hâte de voir le prochain move là, de l'école, en fait. Excusez-moi l'anglicisme. Mais là, en fait, l'école, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va piler sur ses principes canadiens, français, francophones, catholiques, et tout ça. Et va s'affilier à une université anglophone protestante, l'Université Victoria à Toronto, pour finalement que ses diplômes universitaires proviennent de l'Université Victoria dès 1866. On en est là, donc, pour le conflit École de médecine McGill. Maintenant, qu'est-ce qui se passe par la suite? Notre deuxième conflit, École de médecine versus la succursale de l'Université Laval à Montréal. Ça, c'est l'UDM, c'est ça? Ça va devenir l'UDM, en effet, en 1920. Okay. Ouais, c'est comme le précurseur. Nos grands rivales. On parle juste de tension aujourd'hui. Oui, tout à fait. En fait, l'Université Laval est créée en 1852. L'école de médecine qui existait déjà à Québec fusionne avec l'Université Laval. Mais les autorités de Laval voient grand. Ils veulent étendre de façon tentaculaire leur contrôle sur l'enseignement supérieur un peu partout au Québec. Et en 1878, grâce à une bulle papale, rien de moins, ils vont permettre d'ouvrir une succursale de leur université à Montréal. C'est la façon la plus sûre de régler quoi que ce soit à Montréal à cette époque-là. Ah oui, de faire appel au pape. Puis c'est ça, l'évêque est quand même très... l'évêque de Québec, là, très militant, et disons qu'il a beaucoup d'ambition. Donc, il y a donc une faculté de médecine qui se développe à Montréal, faculté de médecine liée aux autorités de Laval, l'université à Québec. En fait, pour que ce soit plus clair et moins long à dire toutes ces dénominations-là, je vais parler de l'école versus la faculté. L'école de médecine, oui, et la faculté qui est liée à Québec. Alors, pour la faculté, c'est un délégué de Rome qui demande à l'université Laval d'essayer d'avoir une entente pour que la faculté englobe l'école, que ça devienne une seule et même faculté de médecine, parce qu'on va pouvoir profiter de toute l'expertise de l'école, puis déjà de ne pas diviser aussi la communauté francophone médicale. Puis les ecclésiastiques vont garder leur contrôle sur l'enseignement supérieur. Donc, tout à fait. Voilà. Parce que l'école de médecine, elle est laïque. Il n'y a pas d'ecclésiastique sur le comité d'administration. Alors en effet, il y a une volonté aussi de contrôler ce qui s'y fait là-bas. Mais l'école de médecine refuse toutes les conditions quand même très très demandantes là, de l'université Laval. L'école de médecine tient à son indépendance. Alors finalement, les pourparlers échouent et la faculté ouvre indépendamment en 1878 dans les locaux du Château Ramsay. C'était le premier endroit où est-ce qu'ils étaient. J'y ai travaillé. Non, je ne savais même pas. C'est incroyable. Ça a commencé là, la faculté de l'université Laval, avec le financement des Sulpiciens. Ils peuvent s'installer là. Et là, qu'est-ce qui se passe dans le nœud du conflit? C'est que la faculté, elle existe, elle a accès à un hôpital puisqu'elle va fonder un hôpital, rien de moins, l'hôpital Notre-Dame en 1880. Mais l'école de médecine reste plus populaire qu'elle. Dans les années 1880, il y a à peu près 30 étudiants à la faculté, alors qu'il y a à peu près 130 par année à l'école de médecine. Parce que l'école, il y a des professeurs qui ont une très bonne réputation depuis longtemps. Ils ont accès à l'Hôtel-Dieu, puis il y a tout un prestige par rapport à l'Hôtel-Dieu. Puis aussi, il y a une réputation d'une liberté intellectuelle plus grande à l'école de médecine. Alors, la succursale fait toujours beaucoup de pression, de sorte que l'école de médecine veut répondre un peu à ça et va tenter de démontrer l'illégalité de la succursale de l'Université Laval à Montréal. Ils vont monter tout un dossier en cours qui est d'ailleurs appuyé par l'évêque de Montréal, Monseigneur Bourget, par l'évêque de Trois-Rivières, Monseigneur Laflèche, ainsi que le maire de Montréal. Là, c'est vraiment Montréal-Québec, là. Ouais, c'est ça. Très, très clairement. Mais pendant ce temps, c'est en 1881, le procès qui était tenté, pendant ce temps, les membres de Laval, eux, font pression sur le gouvernement québécois pour faire passer un projet de loi provincial qui explicitement leur donne le droit d'ouvrir des succursales n'importe où au Québec. Alors finalement, le procès est invalidé en 1883. Mais Laval va encore plus loin. Et là, ça se passe jusqu'à Rome. Et là, il y a un décret en 1883 de la Sacrée Congrégation de la Propagande. Ça, là... Ça sonne croustillant. Oui, c'est croustillant. C'est vraiment comme ça. Dans leur nom. Oui, c'est ça. Ça a l'air mystique, là, mais en fait, ça existe depuis 1622. Là, c'est quelque chose qui existe depuis bien longtemps. C'est une congrégation religieuse à Rome qui a pour but de propager le catholicisme dans des pays où les catholiques sont
en contact régulier avec des non-catholiques, donc notamment au Canada. Et la Sacrée Congrégation de la Propagande, son décret oblige l'école de médecine à fusionner avec la faculté. Là, c'est vraiment une obligation qui vient de Rome. Malgré tout, l'école de médecine résiste parce que la faculté est encore super intransigeante. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que Monseigneur Fabre, l'évêque de Montréal, qui a succédé à Monseigneur Bourget, qui lui est pas mal près des autorités de Rome, va dire à l'école, si vous vous soumettez pas, nous autres, on va répliquer. Et il émet en juillet 1883 un anathème, soit une excommunication qu'il va prononcer dans les églises de Montréal contre les professeurs et les étudiants de l'école de médecine. Tout ça parce qu'ils veulent pas fusionner. Oui, c'est pas droit au service de l'église, là c'est fini. Et il va dire aussi, tous les catholiques, vous ne pouvez pas aller à l'école de médecine et de chirurgie. Les sœurs hospitalières, vous n'avez plus de contrat avec l'école de médecine. Et là, donc, l'école est un peu dépitée. Mais il y a quand même certains membres qui résistent. Là. Ils ont encore le feu de soutenir leur école. Et il y a Monseigneur Laflèche, l'évêque de Trois-Rivières, qui est très, très impliqué dans cette histoire, avec le docteur Desjardins, qui est de l'école de médecine. Ils vont à Rome représenter leur école et finalement, ils trouvent un compromis et ils font suspendre l'anathème. Bon, ouf! Et là, les choses, à partir de ce moment-là, commencent un petit peu à devenir un peu plus douces et moins virulentes. Et en 1889, un décret pontifical, bien sûr encore, va accorder une plus grande autonomie à la succursale de l'Université Laval à Montréal par rapport aux autorités de Laval. Et là, ça va s'assouplir. Finalement, la faculté va réussir à dégager un compromis avec l'école de médecine et à fusionner en 1890 pour finalement devenir la faculté de l'UDM en 1920. Toute une saga. Toute une saga. Et tout ça montre... ça puis les Vikings, là. Ah ouais. Mais ça montre vraiment, je trouve, comment est-ce que l'enseignement médical est un enjeu de pouvoir si important au 19e siècle. C'est une nouvelle profession qui se développe, c'est une nouvelle élite. C'est un savoir très, très cher aux autorités politiques, économiques, religieuses. Et je pense que c'est tout ça qui est en dessous de ces conflits si virulents qu'on voit au 19e. Wow. Ben, merci beaucoup, Anne-Marie, parce que c'était une première chronique, ma foi, assez réussie, même que plus qu'assez. On n'a pas le droit d'applaudir en ondes. Ah non, c'est ça. On fait les claps d'Assemblée générale pour ceux qui peuvent s'imaginer. Et ben, si jamais... On a l'air bien intelligent. Oui, c'est ça. Si jamais vous vous intéressez plus largement, vous, cher public, à la médecine, ben, je vous invite à écouter 2 anciennes chroniques d'Isabelle Dufour, celle du 30 septembre 2016 et celle du 23 novembre 2018, qui portent sur le sujet de la médecine, bien sûr, mais dans le monde fascinant de l'Antiquité. Et sur ça, ben, je me tourne vers Julien en lui demandant, mais qu'est-ce qu'on écoute pour s'aérer les neurones un petit peu? Ben, aujourd'hui, on va écouter J'entends des voix par le groupe Birmanie. Oh boy. Faisant écho à la veille et tous ces bouteilles
ondes de choc.ca. Oh, bonjour Magali. Ah, ok, je viens d'arriver là, tout de suite. Bon, ben. Je suis pas bien bon à ma job. Ah, ok. Ben, je vais reprendre ça pour le salaire qu'on te paye, pourtant. Ouais. Alors. Je suis payé 120 000 par année. OK, discipline. Je vais reprendre. De retour à Histoire de passer le temps sur les ondes de choc.ca et où on reçoit celui que vous avez entendu, Joël, qui vient nous parler d'un intrigant monsieur Joseph Guibord, un homme qui a causé bien des remous, mais après sa mort. C'est tellement intriguant. Mais est-ce que vous connaissez l'histoire du typographe le plus hardcore de tous les temps? Je pense que c'est Joseph Guibord. Oui, un typographe. c'est quelqu'un qui tape les caractères de l'imprimerie, qui aide à imprimer des pages. Ça n'a pas l'air très hardcore. Mais il est tellement hardcore qu'il a fallu qu'on lui fasse un cercueil en pierre. Tellement hardcore qu'il a fallu l'enterrer 3 fois en 6 ans. Je pense que c'est Nosferatu. c'est tout près. Mais évidemment, quand je dis hardcore, ben, je parle pas de sa vie encore, comme tu l'as dit. Tu parles de son cercueil. C'est ça, parce que pourquoi est-ce qu'on le connaît encore 150 ans plus tard? C'est tout simplement qu'il est mort la mauvaise journée, dans le mauvais contexte. Wow, OK. Parlant de contexte, on va commencer par là. Je vais commencer par définir 2 mots. Mm-hmm. Il y a l'ultramontanisme. L'ultramontanisme, c'est une doctrine religieuse catholique. Bon, les fans d'étymologie auront peut-être entendu 2 mots là-dedans, ultra et montagne. C'est parce que le mot a été créé en France. Et qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté des Alpes, les montagnes en France? Le pape. Le Vatican. C'est ça. La religion. Donc, Rome, le pape, tout ce qu'il faut absolument écouter. La vérité. Il y a Monseigneur Ignace Bourget, qui est l'évêque de Montréal, qui en est la figure de proue au Québec. Et il aime particulièrement écouter l'avis du pape Pie IX. Et ça, je vous dis, accrochez-vous, on va entendre beaucoup de noms de rue aujourd'hui. Pour ce qui est de l'autre mot, c'est les libéraux. Bon, pour les libéraux, on va penser aux patriotes. Hein? Ils rêvent d'un État laïque, gouverné par le peuple, comme les États-Unis ou la France. Ils veulent pas nécessairement détruire la religion catholique, mais ce qui est certain, c'est qu'ils veulent la voir perdre une partie de son rôle politique, son rôle social, en particulier dans les écoles et les hôpitaux. Ah, justement. Comme on en parle. Ouais. Mais oups, comme on vient de voir, c'est un peu le mauvais siècle pour vouloir tout ça. Hein? Ça n'arrivera pas avant quelques décennies. Parce qu'après la défaite des Patriotes, les principales têtes républicaines sont en déroute ou tombées. Et l'Église, et en particulier Monseigneur Bourget, travaille très fort à consolider le pouvoir de l'Église. Déjà là, on peut facilement voir comment est-ce que ça pourrait mener à des petits ennuis. Des petites tensions. Encore une fois. Oui, on aime ça. Bref, en 1844, environ 200 jeunes libéraux de Montréal, puis là je parle vraiment des libéraux au sens de patriotes, non pas dans le sens de faire le plus d'argent possible en coupant dans la santé. Commentaire éditorial du jour. Oui, il y en aura 2-3. Quand j'ai écrit ma chronique, je me sentais sarcastique un petit peu. Bref, 200 jeunes libéraux de Montréal s'assemblent pour fonder l'Institut canadien, dont la devise est « Justice pour nous, justice pour tous, raison et liberté pour nous, raison et liberté pour tous ». Si le slogan vous fait penser aux Lumières en France, c'est tout à fait normal. Puisque l'Institut vise à propager le savoir littéraire et scientifique, et en particulier la rationalité des Lumières, comme Voltaire, comme Diderot, qui sont évidemment pas les meilleurs amis de Monseigneur Bourget. C'est ça, des auteurs beaucoup promus par l'Église. Hein? Oui, ça aussi, c'était sarcastique. Pas du tout mis à l'index. L'Institut sera donc une bibliothèque, un lieu de débat, un lieu de conférence, un peu dans le genre des tentes des francs-maçons. D'ailleurs, une autre menace. Ils ont dû réussir leur coup d'État reptilien parce qu'on dirait vraiment que la moitié des noms de rue de Montréal font partie des membres de l'Institut. J'en nomme quelques-uns. Hector Fabre, Honoré Beaugrand, François-Xavier Garneau, Arthur Buis, Émile Nelligan, Amédée Papineau, Antoine Gérin-Lajoie. Bref, une vraie belle tapisserie politique et littéraire. Un des membres est cependant vraiment sans histoire. Joseph Guibord. Ah. C'est un typographe, donc travaille dans les imprimeries avec John Lovell. Il a travaillé aussi pour le journal Le Populaire, le journal Le Pays, l'imprimerie Perrault. Il est né en 1809 à Varennes. Et à part de ça, il est élu vice-président de l'Institut canadien. Donc, puis, ben, c'est ça. C'est visiblement pas le membre le plus extrémiste donc de l'organisation. Définitivement pas. Mais quand on parle de savoir littéraire, ben, il doit être quand même bien placé. Ça. Il a dû en imprimer une coupe de livres. Oui, c'est ça. Mais j'exagère un peu sur le fait qu'il n'a rien fait, mais bon, en gros, il est apprécié par les libéraux. Par contre, ceux qui ne l'apprécient pas ont un allié très puissant, Monseigneur Bourget. Ah.
Dès 1858, vu la popularité de l'Institut canadien, qui s'obstine à lire des livres païens mis à l'index, il menace de priver de sacrement tous les membres de l'Institut. Encore une fois, une excommunication. Oui. Là, on parle juste des sacrements. Pas de l'excommunication, ça va venir plus tard, par contre. Ah, OK. Mais son coup marche très bien, parce que 158 membres quittent sur le coup l'Institut canadien de Montréal et fondent l'Institut canadien français de Montréal. Chochotte. Vous allez me dire, c'est quoi la différence? Ben, méchante différence. En fait, c'est qu'ils respectent les règles de l'Église. Ils vont pas lire les livres mis à l'index. Mais je fais des blagues sur les chochottes, mais en fait, c'est simplement de montrer à quel point c'est puissant, finalement, cette religion, puis à quel point juste un mot de l'évêque va faire partir ces gens-là qui avaient pourtant des convictions, mais que ça prend vraiment le pas, en fait. À ce moment-là... Je pense que ça amène aussi des sanctions économiques, des sanctions sociales. Ouais, de la communauté. Surtout social plus qu'économique. Plus qu'économique, ça ne barre pas de certains postes, à moins que... Ben, pas tant de postes, ben oui, mais plus du point de vue social que du point de vue économique. Donc, sont pas privés des postes par manque de moyens, sont privés des postes par manque de relations. C'est ça. Je pense qu'ils peuvent plus monter les échelons. En partant, être membre de l'Institut canadien, c'est pas une bonne façon d'avoir des postes. C'est ce que je me disais. On va se le dire. Mais Guibord, lui, ne répudie pas l'Institut et continue tranquillement son existence. Bourget a pas trop le choix et tolère du bout des lèvres l'Institut. Bon. Mais en 1868, coup de théâtre, l'Institut présente publiquement l'annuaire de l'Institut canadien. Et voyons donc. Ils ont osé faire ça. Et immédiatement, l'annuaire est mis à l'index par le pape lui-même. Donc, l'annuaire, en fait, c'était comme ce qui contenait leur liste de livres. Exactement. Qui était tous C'était dangereux. Très dangereux. Wow. Mais Bourget en profite justement pour frapper d'interdire l'Institut et ajoute « Celui qui persiste à vouloir demeurer dans le dit Institut ou à lire ou seulement garder le susdit annuaire sans y être autorisé par l'Église se prive lui-même des sacrements à l'heure de la mort. » Oh! Oups! Tatam. Mauvaise coordination des événements. Quelques semaines plus tard, en 1869, Guibord tombe malade et décède. Donc c'est vraiment mauvais endroit, mauvais moment. Mauvais endroit, mauvais moment. Les versions vont différer, mais dans certaines versions, il avait déjà reçu l'absolution 6 ans avant cela, alors qu'il était malade et qu'il s'était rétabli. Dans d'autres versions, un curé lui donne l'extrême onction le jour de sa mort. Et tout de suite après, en apprenant qu'il est membre de l'Institut, décide que c'est plus valide. Je pouvais pas. Oui, sauf que c'est trop tard. Tatam. Mais toujours en est-il que Guibord meurt sans avoir répudié l'Institut. Et c'est là que le croustillant commence. Parce que Bourget apprend la nouvelle et écrit immédiatement au supérieur des Sulpiciens pour lui dire que, même sur son lit de mort, il ne peut accepter la dépouille de Joseph Guibord. Wow. C'est un homme pour qui le pardon chrétien est une valeur fondamentale. Fondamentalement moins élevée que le pouvoir. Et la lettre arrive juste avant la dépouille. Et donc, le curé du séminaire refuse de lui accorder le cimetière catholique. Il fait quand même une gentille concession, on pourrait dire magnanime, entre guillemets, en permettant que la dépouille soit enterrée dans la partie non consacrée du cimetière, avec ceux qui se sont suicidés, les non-croyants, les criminels, bref, la crème de la crème. Quand même, la veuve de Guibord, Henriette Brown, accepte et le cortège débute pour finalement arriver devant le cimetière Notre-Dame-des-Neiges. Oups, les grilles sont barrées, parce que finalement, non, c'était trop gentil pour Joseph Guibord. C'est un trop grand honneur, finalement. Trop grand honneur. Évidemment, Guibord et sa femme étaient tous les deux croyants, et donc ça passe un peu de travers, comme qui dirait. Henriette Brown va donc protester en cour supérieure, et elle gagne. Génial, mais non, parce que la Cour de révision rejette la décision, et même la Cour d'appel confirme que Guibord ne peut pas être imposé dans le cimetière. Bon, vous allez me demander... où est le corps de Guibord? Oui, c'est ça exactement, je me posais. Ben, sa dépouille est placée dans une voûte dans le cimetière protestant Mont-Royal. Parce que les protestants, eux, moins de problèmes avec être libéral. Définitivement plus gentil. Et si son cadavre supporte mal le temps qui passe, c'est aussi le cas pour sa femme, Henriette. Mon Dieu, quelle transition! Je cherchais à faire une transition, il était sort, c'est ça que ça donne. Mais bref, Henriette va décéder épuisée en plein cœur des démarches en 1873 et elle va être enterrée dans le cimetière Notre-Dame-des-Neiges parce qu'en bonne chrétienne, elle n'était pas membre de l'Institut.
Bon, évidemment, les plus détracteurs et les Thomas de ce monde diront que l'Institut est accessible juste aux hommes. Mais bon, les Thomas disent tout le temps ça. Oui, c'est sûr. Moi, j'accepte de croire en mon côté bout en train en me disant que c'était juste une bonne chrétienne. Sauf qu'Henriette Brown est encore plus têtue que son ancien mari. Bravo, madame. Oui. Yes. Et donc, elle va nommer l'Institut canadien comme héritier et leur demande de poursuivre le combat en son nom. Wow. Avec ce surplus d'argent et les dons de plusieurs des membres de l'Institut et de la communauté, Joseph Doutre, qui est un avocat et membre de l'Institut, est envoyé en Angleterre pour plaider auprès du comité judiciaire du Conseil privé de Londres. À ce moment-là, le Conseil privé de Londres a beaucoup de temps libre pour réfléchir à l'affaire, vu qu'il n'est pas en train de donner le Labrador à Terre-Neuve. Explique. C'est le Conseil privé qui a donné le Labrador à Terre-Neuve. Comme ça. C'est à ce moment-là. Non, c'est juste les gars, ils ont les libres, ils sont pas en train de faire ça. Ça, c'est bien une joke de Québec-Canada. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, malheureusement. Bref, c'est pas mon domaine. Coup de théâtre, le Conseil rétablit la décision de la Cour supérieure et oblige le cimetière catholique à accepter les restes de la dépouille de Joseph Guibord. Bon. Le 2 septembre 1875, 6 ans après la mort, on met les décombres de son corps dans une charrette. Les décombres. Oui, ça fait 6 ans. Ça va être en lambeaux. C'est ça, c'est pas génial. Et un cortège funéraire se met en branle vers le cimetière catholique. Juste pour ajouter au défi, on recouvre quand même le cimetière du drapeau britannique pour rappeler aux maudits papistes que le Conseil privé de Londres est plus fort qu'eux. Attends, le cimetière ou la... T'as dit le cimetière? Par curiosité. L'Union Jack était sur le cimetière. Excusez-moi, sur la charrette. J'étais confus. Je pensais qu'ils avaient couvert les grilles. Le Union Jack. Mais là, mauvaise surprise, il y a d'autres choses qui couvrent les grilles, parce qu'il y a des chaînes. Puis il y a aussi environ 300-400 maudits papistes, justement, fâchés qui attendent le cortège devant les portes du cimetière. Donc c'est vraiment un enjeu de société. Là. Les gens ils prenaient vraiment comme ça à cœur cette histoire. Je suis content que tu dises ça parce qu'on est rapide à l'époque à mettre le blâme sur les curés qui donnent la messe à de pauvres petits Canadiens français ouvriers qui comprennent pas les vrais problèmes. Ouais. Mais, à quelque part, ces gens-là sont passionnés, réfléchissent par eux-mêmes, ont une agentivité qui leur est propre. Et il faut pas oublier ça, ce qui est souvent oublié dans les témoignages de l'époque. Mais bon, belle nuance, merci. En voyant 300-400 catholiques fâchés, armés de roches, certains de fusils, le cortège décide de retraiter au cimetière protestant et la deuxième tentative pour enterrer le corps a échoué. Entre-temps... Pauvre monsieur qui part. Ça n'a pas de bon sens. Et lui qui est séparé de sa femme, qui elle est dans le cimetière. C'est triste. Oui. Mais entre-temps, les autorités commencent à avoir très peur d'une guerre civile dans la ville. Hein? Wow, autant que ça. Oui, mais à Londres aussi, on est fâché que les catholiques mettent le trouble et refusent d'obéir. Ouais. Et le maire doit aussi avoir hâte que ça se calme. Hein? Son poste dépend de la tranquillité, donc il n'aime pas beaucoup ça. Malgré tout, il faut se protéger. Et donc, dès le retour, 7 policiers armés et 9 employés du cimetière surveillent la voûte qui contient les restes. Et dès le premier soir, des gens sont arrêtés en essayant d'aller détruire la dépouille. OK, carrément. Il va falloir la protéger. Wow. Mais on ne peut pas avoir des gardes à perpétuité autour de la tombe. Qu'est-ce qu'on va faire? On va engager un certain Monsieur Reed qui va fabriquer un sarcophage en pierre de 8 tonnes. Ça n'a pas de sens. Et c'est pas tout. Juste pour être sûr, on prévoit de fixer le sarcophage avec des attaches en fer. Ce qu'on prévoit pas, c'est qu'il y a quand même beaucoup de papistes entre la carrière et le cimetière. Et donc, la semaine avant la 3e tentative, le maire se dit... je crois que ça va être difficile. Donc, il abandonne un peu le projet et on se dit, on va se contenter de couler du ciment. Oh, ben quand même, hein? Ça donne une indication. Et vous savez probablement ce qui aide encore plus à calmer la population, hein? Thomas, est-ce que tu veux t'essayer? Non, je parle de stresser. Oui, je sais, la mobilisation de troupes, l'armée, oui. L'armée, évidemment. Et juste pour être certain que tout ira pas trop mal, on va prévoir 3 ou 4 petits détachements de l'armée. Environ 950 soldats armés, évidemment. C'est presque un régiment, ça. C'est beaucoup de soldats pour... Et juste pour être sûr, on prévoit une petite centaine de policiers aussi armés. Au cas où. Juste
pourquoi pas, tu sais, le maire se dit, ouais, ben, il voudrait pas qu'on croie que c'était de sa faute de pas avoir adressé le problème plus tôt, hein. Il l'adresse là, c'est plus facile. Les mesures sont tellement démesurées que les journaux de l'époque relatent une blague répandue disant que de la dynamite est cachée dans le cercueil pour faire exploser quiconque y touchera. On veut pas laisser les papistes détruire Guibord, fait qu'on va le faire. Bref, aujourd'hui, c'est plus une chose à dire. Après ces quelques mesures mineures, le 16 novembre 1875, le cercueil entre finalement dans le cimetière Notre-Dame-des-Neiges, duquel on a préalablement fait retirer les portes au cas où, et le petit millier d'hommes armés jusqu'aux dents réussit à se rendre à l'emplacement où, sans trop de problèmes, on l'enterre, évidemment. Bon. Je sais pas pourquoi les gens étaient pas tentés d'aller manifester. On enterre finalement la dépouille, on répand le ciment, et juste pour être sûr, on met des morceaux de fer dans le ciment pour être bien certain. Vous pensez que Bourget a dit son dernier mot, hein? Non. Ben non. Immédiatement après le départ de l'armée, il va aller jusqu'à désacraliser le petit rectangle de terre contenant la dépouille. C'est juste pour avoir le dernier mot. Et pour faire bonne mesure, la croix plantée sur le cercueil est mystérieusement détruite dans les 48 heures. Oh là là. On sait pas. C'est un hasard. Encore aujourd'hui, le petit rectangle de terre n'est pas catholique, n'est pas consacré. Wow. Joseph Guibord est, depuis son enterrement en 1875, un symbole de la résistance laïque d'un homme qui, face à une église surpuissante et dominatrice, ne refusera jamais de céder. Mais ce qui est réellement drôle, c'est que s'il est honoré aujourd'hui de 2 rues à Montréal et que depuis les années 90, l'historiographie le traite plus ou moins en héros, c'est quand même un homme qui n'a probablement jamais rêvé d'être un symbole de résistance à l'Église. Lui était un catholique pratiquant et convaincu. Wow. Comme quoi, c'est plus facile de faire parler un mort qu'un vivant. Et bon, si vous n'avez rien d'autre à retenir de ma chronique, ce sera au moins suffisant de voir l'ironie d'un typographe qui fait couler plus d'encre mort que vivant. Hey, merci Joël, parce que tu nous as raconté un véritable soap canadien-français. Alors, je lance un avis à Radio-Canada qui, lorsque l'inspiration... Je suis disponible le mardi et le jeudi. C'est ça, mais comme quand l'inspiration pour les belles histoires des pays d'en haut, ça viendra un moment donné à manquer, hein, ben, contactez Joël, puis on va travailler là-dessus. Et si jamais ça vous intéresse, t'as parlé un peu des patriotes, puis si on veut un peu plus se renseigner sur cet héritage des patriotes qui, ici, ont quand même cédé le pas à un mouvement libéral, ben, allez donc écouter la chronique de Sabrina Gaudreau-Drouin le 10 mai 2019. Elle revenait plutôt sur les symboles des patriotes durant la Révolution tranquille. Donc, on continue d'en parler de ces patriotes. Et sur ce, ben, on va se quitter au doux son d'une musique trouvée par Julien. Laquelle? Doux son, hein? Ça t'a dit? Ça va être plus doux, celle-là. Je vais mettre la chanson Chippé par Cyborg. On the track, boy. Superstar, what the fuck have you created? Je vois les choses en train comme Chippé. Je gère le business, je suis comme Chippé. Je fais le tour de la ville comme Chippé. Je veux brasser autant d'oser que Chippé. Y'a du gâteau, je veux ma part. J'suis pas loin de chez toi, prépare ma part. Y'a du gâteau, je veux ma part, ouais. J'suis pas loin de chez toi, prépare ma part, ouais. J'mets les 2 pieds sur la bluta. Quelques de weed à domicile, trop loin pour me donner. Tu veux que je sois de bonne humeur, prépare mon repas. Le gâteau, je le mange en entier, pas besoin de couper de repas. Manhattan, Central Park, ouais. Times Square, match de NBA au Madison Square Garden. J'vois les Knicks manger un tarif, ça me fait de la peine. Paris brille, à New York on est grand. Loin de la maison donc pas le droit de me les prendre. Paresseux diront que j'ai chant. J'passe à la télé pour crever l'écran. J'vois les choses en train comme Chippé. Je gère le business, j'suis comme Chippé. J'fais le tour de la ville comme Chippé. J'veux brasser autant d'oser que Chippé. Y'a du gâteau, je veux ma part. J'suis pas loin de chez toi, prépare ma part. Y'a du gâteau, je veux ma part, ouais. J'suis pas loin de chez toi, prépare ma part, ouais. On n'a pas les mêmes week-ends. Soit sur la neige ou dans grande ville américaine. J'fais pas d'efforts, j'parle que français pourvu qu'ils m'aiment. Ils viennent chez nous, trop tout permis, donc j'fais idem.
Niquer mon salaire, c'est ça le thème. Bientôt je ferai du bif en passant sur les antennes. Je partage pas, je vais tout prendre, ouais, comme ça y a pas de problème. Je veux le salaire du patron et c'est lui tous mes collègues, yo. Ils ont peur que je prenne leur place. Je ferai de mal à personne tant que je peux toucher des liasses. Personnel, je fais pas la passe. Rappelle-toi de ma face, je partirai en laissant ma trace. Je vois les choses en train comme TP. Je gère le business, je suis comme TP. Je fais le tour de la ville comme TP. Je veux brasser autant d'oser que TP. Y'a du gâteau, je veux ma part. Je suis pas loin de chez toi, prépare ma part. Y'a du gâteau, je veux ma part, ouais. Je suis pas loin de chez toi, prépare ma part, ouais. Re-bienvenue à ce tout dernier segment d'Histoire de passer le temps sur les ondes de choc.ca, et c'est dans ce segment qu'on va explorer un organe militaire français fascinant et souvent méconnu, la Légion étrangère. Thomas, tu es notre guide et on va te suivre, mais après cette chanson. La Légion marche vers le pont, en chantant nous suivons. Alors oui, ce qu'on entend là, c'est un des chants de la Légion étrangère qui a été adopté après la Deuxième Guerre mondiale. En fait, c'était chanté par les SS de la Légion Condor et également par et certains groupes SS français, justement, ont réadopté la chanson et ça s'est retrouvé dans la Légion étrangère. Ah ben, sympathique. Oui, absolument. Et ça donne envie de se faire engager. Je vais peut-être y revenir tantôt sur comment la Légion, beaucoup de nazis et de SS et de soldats normal de la Wehrmacht se retrouver dans la Légion. Engagez-vous, qui disait. Engagez-vous, mais avant de sauter là-dedans, je vais juste peut-être commencer par vous introduire qui sont la Légion. En fait, vous l'avez peut-être déjà rencontré dans le film La Momie avec Brendan Fraser. Ce O'Connell, ce personnage principal-là, en fait, dans la première scène, il fait partie de la Légion. Ah ouais? Oui, s'était engagé dans la Légion comme un Américain. Parce que la Légion étrangère, c'est justement ça. C'est un groupe militaire composé majoritairement de personnes non françaises. On parle aujourd'hui d'environ 150 nationalités différentes. Quand tu parles non française, on parle vraiment purement de la nationalité, non de la langue. Oui, c'est ça exactement, de la nationalité, parce que beaucoup de personnes vont venir justement de l'Afrique subsaharienne, de l'Afrique du Nord aussi. Peut-être qu'il y a des Québécois là-dedans. La diversité Appelez-nous. Appelez-nous. Si vous êtes Québécois oui, dans la Légion. en fait non. Un numéro qui n'existe pas. En fait, j'ai connu un gars au IGA qui voulait s'engager à la Région étrangère. On le salue. On le salue. Salut Joe. Et non, je veux pas qu'il m'appelle. Je risque de peut-être un peu salir la réputation de la Légion aujourd'hui. Donc, je ne voudrais pas recevoir des appels de ces individus. Ils vont peut-être pas m'aimer. Moi, je viens de salir la réputation du IGA. Oui, l'IGA et la Légion. Même combat. Hein. Donc, pour revenir à la Légion, donc c'est vraiment une institution unique en son genre dans le monde actuellement. Une de leurs grandes particularités, si jamais vous regardez le défilé du 14 juillet en France, l'armée défile, la majorité des unités vont défiler à 116 pas minute. La Légion, elle, 88 pas minute, simplement pour signifier que quand eux autres, ils s'installent à quelque part, ils s'installent bien et ils sont là pour rester. Ils ont une réputation de tenir des points forts et de les tenir jusqu'au dernier. Une belle excuse pour de la lâcheté, non? Non, pas du tout. Justement, également au défilé, on a ces troupes qui sont toujours les derniers à marcher aussi. Et on a cette gang-là qui vont avoir la barbe, tenir la hache, également le tablier en cuir. Ce sont essentiellement les pionniers de la Légion, donc les plus anciens, qui ont le droit de porter la barbe. C'est un signe d'ancienneté et de respect, en fait. Et donc, si tu es un jeune légionnaire puis tu portes la barbe, tu vas te la faire raser assez vite. C'est pour ça que sur la photo que tu as mise dans ta publicité, vous irez voir sur la page Facebook de Histoire de passer le temps, mais il y a ces deux hommes avec des barbes assez impressionnantes. On faisait des blagues, là, mais c'est... Voilà. Oui, absolument. Et c'est justement ce qui est impressionnant, c'est que d'habitude, le temps de service dans la Légion, c'est 5 ans. Celui avec la grosse barbe blanche qui ressemble à Papa, ça doit faire
plus que 5 ans qui est dans la Légion, peut-être même Sûrement. plus, peut-être une vingtaine d'années. Donc, c'est un ancien, un vieux de la vieille, sûrement très endurci. Le mode de recrutement, d'ailleurs, est très, très, très difficile. C'est une personne sur 10, environ même une personne sur 30 qui va réussir à rentrer dans la Légion. Ah oui. Et beaucoup des individus qui se présentent, justement, qui viennent de nationalités très, très, très différentes, ce sont des personnes avec soit des passés qu'ils veulent oublier, soit des dossiers criminels, mais pas des meurtres pas des meurtres, mais je veux dire des crimes de sang. Ah, Ils vont pas engager les meurtriers. C'est déjà bien. Ils le faisaient sûrement avant, mais tu sais, après ça, ils ont comme réalisé que ça avait peut-être des petits problèmes éthiques. Et avec la justice aussi. Hein. Parce qu'il n'y a aucun problème éthique à effacer des dossiers criminels en Ouais, allant c'est ça. ailleurs. Exactement, mais tu sais, c'est juste d'habitude c'est des petits dossiers criminels, donc les meurtriers ils vont pas les accepter. Quand on rentre dans la Légion, on change de nom et on change de nationalité. Donc les Français ils vont devenir des Canadiens, puis ils vont s'appeler Robert à la place de s'appeler François. C'est très 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 particulier. Wow. On essaie d'effacer en fait cette ancienne vie en quelque sorte. Donc c'est une refonte de la personnalité, une refonte également de son entourage, parce que l'esprit de corps est très 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 important à l'intérieur de la Légion. On veut absolument que les personnes soient soudées l'un à l'autre. Et donc, on se présente à nos co-légionnaires en tant que cette nouvelle personne, ce nouveau nom. Absolument. C'est Robert le Canadien. Oui. Parce que on devient Légion, si on veut. On parle de Barbe, puis on parle de François. Est-ce qu'il y a des femmes aussi? Absolument pas. Ah, Il n'y a absolument pas de femmes. J'ai deviné la réponse d'assez loin. Je suppose que... Parce que en même temps, la Légion garde énormément d'indépendance sur son mode de fonctionnement. Elle n'a pas besoin de suivre les lois françaises, par exemple, sur la discrimination. L'armée française engage les femmes. La Légion, elle, a son propre mode de recrutement. Elle fait pas mal ce qu'elle veut. C'est presque un État dans un État. Oui, c'est très problématique avec l'État français. Donc, à date, je n'ai pas vu de femmes du tout dans la Légion, probablement parce que c'est une institution ultra masculine. Une masculinité assez toxique en général, et qu'une femme briserait la cohésion à l'intérieur des troupes. Donc, selon l'adage. Selon l'adage, exactement. Bref, différentes nationalités, et en ce moment, ils sont environ 8000. À leur période la plus forte, ils étaient de 70 000 à 80 000, surtout pendant les guerres de décolonisation. Ah, voilà. Donc, comment la Légion voit le jour? En fait, elle voit le jour dans un contexte assez particulier. On est en 1830. La majorité des États-nations à l'époque sont en train de démobiliser les troupes de mercenaires qui étaient massivement utilisées par l'époque de la Renaissance et même avant. Donc, on commence à nationaliser les armées parce qu'on se dit la seule manière de créer des vrais esprits de corps à l'intérieur de ces unités-là, c'est à travers le nationalisme. Donc, si on mélange une gang de Suisses et d'Allemands ensemble, ça va pas marcher, ou des Suisses avec des Français, etc., ça marchera pas. Donc, on essaie d'évacuer tous les étrangers, et également, c'est mourir pour la patrie. La Légion étrangère va néanmoins être créée parce qu'on est également en période de révolution, 1830. Donc en France, c'est la monarchie des Bourbons sous Charles X qui tombe, et remplacée par la monarchie de Juillet de Louis-Philippe, donc qui vient du camp d'Orléans. Il y a également justement énormément de réfugiés politiques qui viennent de partout de partout de l'Europe, Pologne, Autriche, Allemagne, et qui vont se ramasser en France qui serait le pays justement des droits universels, de la liberté, etc. Eux autres se disent, ben, ils ont une meilleure chance de survivre s'ils se sauvent de l'Allemagne qui est en pleine répression, qui est en France. Formation d'une identité nationale en plus. Exactement. C'est comme à contre-courant. Oui, ça, c'est drôle. mais ce sont des universitaires, des jeunes libéraux, ce genre d'individus-là qui vont se ramasser justement en France. Pas vraiment et le profil. Ouais, c'est ça, c'est pas le profil du mercenaire qu'on s'attendrait. Non, vraiment pas. En fait, il va sûrement avoir des vieux mercenaires qui vont se joindre. C'est assez varié. On sait pas. J'ai pas vraiment fait d'études approfondies là-dessus. Tout ça pour dire que la France voit tous ces réfugiés arriver et ils font, on les veut pas. On va trouver un moyen de s'en débarrasser. Ça fait un écho à notre problème actuel sur la crise des réfugiés, j'ai l'impression. Alors, on sait très bien quoi faire. Une légion étrangère, c'est ça? Une légion étrangère du Québec. Je dénonce ce qui se passe. Non. Bref, on est également... à l'époque, on a envahi l'Algérie. Fait que la solution pour les autorités françaises qui voient tous ces jeunes libéraux révolutionnaires se pointer, c'est de créer la Légion étrangère parce qu'anyway, ces personnes-là ont pas de job. On va leur en donner une. Voilà. On forme la Légion, ils rentrent dedans et on les envoie directement en Algérie.
Et c'est la débâcle complète. Oh! Les poètes, ça marche pas très non, bien. Attaquer avec des livres, non. Ben, en fait, c'est plus une question de tactique, de stratégie militaire. L'Algérie est un théâtre très brutal. La majorité le Parlement s'en fout complètement de ce qui arrive en Algérie. Fait qu'on va poster des soldats là, on va les installer dans des petits forts, des blockhouses qu'on appelle, et on va les laisser attendre. Ils se font attaquer de temps en temps. Un quart d'entre eux vont mourir de maladies variées. Bref, c'est pas la belle vie. Et la Légion va se retrouver dans ce contexte-là et va être complètement délégitimisée. Les gens vont trouver que c'est juste une gang de ruffians, comme on peut dire. Des malfrats, des malfrats qui savent pas se battre. Puis on sait pas vraiment quoi faire avec ces légionnaires-là. Des rustres, je pense. Des que rustres, ce serait la meilleure traduction. Oui, exactement. Donc, ces rustres. Surtout qu'ils parlent totalement, là. Ils parlent très peu en français. Ils ont pas la civilité du français. C'est ça. Puis les pires, c'est les Polonais là-dedans. Petite blague sur les Polonais, je m'en excuse. Non, j'approuve. C'est quoi cette haine, là? Ça suffit. Pas de haine. Bref. On va couper son micro. Tout ça pour dire que éventuellement, ils vont être mobilisés dans plusieurs conflits. Donc, la guerre carliste, justement, c'est une guerre civile en Espagne. Ça va être le flop total, encore une fois. Et ça va vraiment prendre le général Bugeaud en Algérie, qui, quand il va se pointer dans les années en 1937 jusqu'en 1947 environ, qui va établir une stratégie très, très, très offensive de destruction et d'intimidation envers les rebelles algériens. Que là, on va vraiment voir la Légion gagner ses premiers lauriers. Et essentiellement, ce qu'ils font, c'est des razzias. Donc, ils poursuivent les groupes rebelles, plutôt nomades arabes, jusqu'à les pogner à quelque part, massacrer tous les hommes, prendre prisonniers toutes les femmes et les enfants, détruire tous les stocks, essentiellement créer des famines artificielles. Et c'est vraiment là qu'on voit la... Donc le prestige vient de ces actes. C'est quand même particulier. C'est dur à croire qu'on les croyait rustres. Et, bref, oui, ça vient de là. Puis après ça, on va commencer à les déployer un peu partout pendant la guerre de Crimée, les campagnes d'Italie en 1859, l'expédition au Mexique. Justement entre 63 et 67, même un petit peu avant ça, les Français essaient d'imposer leur propre monarchie, ils vont mettre en tête leur propre petit pantin et ça va être un flop total encore une fois. Ça, c'est toujours en 1800, dans les années 1800, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Fait que là, la Légion étrangère, si on la voit partout, elle doit commencer à avoir une belle renommée. Elle commence à avoir une plus grande renommée de plus en plus. Ce sont les troupes d'assaut, justement. Ils vont toujours être envoyés sur le front. Évidemment, il y a la dynamique de genre... On tombe également dans des armées de conscription. Fait que prendre des volontaires étrangers pour se faire tuer à la place de conscrits français, c'est toujours mieux. Hein? La question ne se pose pas. On a une gang de mercenaires, ils sont prêts à aller... Oui, c'est ça. Excusez-moi, messieurs, mais je me posais la question parce que là, on énumère toutes ces choses qui arrivent à nos légionnaires. Donc, ce serait quoi l'incitatif pour quelqu'un... à s'engager finalement là-dedans dans cette légion étrangère? C'est si intense, en fait. Une étude psychologique récente des individus qui veulent rejoindre la Légion, c'est une quête d'appartenance, une quête de revigoration de la masculinité perdue. Attention! Oups! Mais en même temps, des fois, on se dit c'est mieux que ça soit canalisé là que canalisé ailleurs. Ouais, je sais pas si c'est tant canalisé, mais OK. Non, c'est pas ça. Ouais, c'est ça. Malheureusement. Donc, quête de reconstruire son identité, également la fuite. Il y a eu des évêques, il y a eu des royalistes, il y a eu une panoplie d'individus qui se sont retrouvés dans la Légion. Et beaucoup de personnes aussi sont là aussi juste pour le défi. Ouais. Mais je pense que les personnes qui sont là pour le défi se font assez vite rejeter parce qu'ils sont arrogants puis ils font juste non, tu ne peux pas créer un bon esprit de corps avec quelqu'un qui est ultra compétitif. Excuse-moi, je sais pas si tu l'as dit, est-ce que c'est possible de gagner la citoyenneté à partir de la Légion étrangère? Absolument. En fait, le service dans la Légion permettait la citoyenneté. Les services dans plusieurs unités coloniales étaient supposés donner la citoyenneté. Les tirailleurs sénégalais, la plupart l'ont jamais eu, mais c'était quelque chose qu'ils promettaient assez souvent. Bref, la Légion va être mobilisée absolument partout dans le monde, mais elle va connaître son moment de déchéance, si on veut. Elle existe encore, mais elle connaît vraiment son moment de déchéance pendant les guerres de décolonisation, où est-ce qu'elle va être mobilisée au Tonkin, en Indochine, excusez-moi. Elle va combattre dans la bataille de Dien Bien Phu, qui est un échec total de l'armée française entourée par les Viet Minh qui vont essentiellement détruire leur pont aérien.
et les autres, ils vont rester pognés là. Il y en a quelques milliers qui vont se faire justement arrêter. Ils sortent de cette guerre-là profondément anticommuniste, profondément pas anti-républicain, mais contre le gouvernement. Ils pensent que le gouvernement sont en train de jouer contre eux. Et directement après ça, ils se retrouvent en Algérie, en pleine décolonisation. Donc, les tactiques absolument brutales qu'ils ont utilisées pendant la guerre d'Indochine, notamment la torture par l'électricité, ils vont la réintroduire. Par l'électricité, oui. C'est la technique qui s'appelle la Gegen. C'est essentiellement la batterie rechargeable pour les téléphones qui tu as un positif, un négatif, tu mets ça à deux extrémités du corps et après ça, tu passes le courant. Ah, mon Dieu. J'avoue que je suis choqué. Seigneur Joël. Et, en fait, là, beaucoup de techniques de torture ont été élaborées par les Français. On a souvent l'impression que c'est la KGB puis la CIA. Non, ce sont les Français, c'est la Légion. Bref, pendant la guerre d'Algérie, ils vont participer à la bataille d'Alger. Donc, on parle d'environ 40 000 civils qui étaient affiliés de proche ou de loin au Front de Libération Nationale qui vont être arrêtés. La plupart vont être torturés, justement. C'est les paras, les fameux paras, donc les bérets rouges, qui vont être dissous après la guerre d'Algérie, d'ailleurs. Bref, c'est à ce moment-là qu'ils vont avoir leur réputation d'être des brutes. Donc, on est vraiment ici entre deux mondes. La légende, le mythe, la gloire, les brutes, les tortionnaires. Et les poètes. Et les poètes. C'est ça, c'est un début les poètes allemands. C'est ça. Donc, trouver l'entre-deux pour vraiment comprendre ce qu'est la Légion est un petit peu difficile, mais c'est une entité tout à fait spécifique à la France. C'est très, très, très spécial. Ben merci Thomas pour ce portrait quand même éclairant, puis peut-être qu'on va les recroiser dans d'autres de tes chroniques. On sait que t'aimes la décolonisation, donc on verra. Et ça met un peu fin à notre partie de plaisir. Merci encore à tous nos collaborateurs aujourd'hui, à nos invités, à notre fameux régisseur. Mais merci également à vous, chers auditeurs, qui êtes toujours au rendez-vous. On vous remercie. Et on vous rappelle que vous pouvez nous écouter de diverses façons sur le site de choc.ca, en podcast, sur différentes plateformes. C'est sûr que vous allez nous trouver. Sur Facebook, aimez d'ailleurs notre page, s'il vous plaît. Et sur YouTube, c'est tout nouveau. Alors, inscrivez-vous. En fait, abonnez-vous à la page YouTube. Vous allez pouvoir consulter des nouveaux épisodes, mais aussi des anciens qui vont sortir peu à peu pour revisiter nos classiques. Et finalement, je vais en profiter pour vous souhaiter une excellente fin de semaine et on se voit très bientôt.